Et c'est parti. Alors, le fil directeur là, de cette présentation est vraiment très simple. Dans un premier temps, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore très très bien ce standard, on va remettre en contexte le programme Osiris. Dans un deuxième temps, on parlera de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, donc de l'état d'avancement. Ensuite, on parlera de propositions pour le futur et de perspectives d'évolution. Et enfin, on aura un message clé par rapport à vous et par rapport aux enjeux du programme. Alors déjà, pour replacer dans le contexte, le flux de la donnée est complexe. On a essayé de le résumer dans cette slide. Vous avez différents systèmes d'information hospitaliers. Il y a des sources de données qui sont très variées. Ça peut être des cohortes, ça peut être des essais cliniques académiques, du logiciel métier, etc. Ensuite, ces données, elles sont extraites jusqu'à maintenant manuellement. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour les extraire aussi automatiquement ou semi-automatiquement depuis ces serveurs initiaux et sont chargés dans des zones de stockage. Ces stockages, ça peut être des entrepôts, ça peut être des data lakes ou ça peut être des bases de données qui sont certifiées et utilisées. Et c'est là que, avant de pouvoir réutiliser, enfin, faire une réutilisation secondaire de ces données, il y a ce besoin de transformation de la donnée, ce besoin de qualité, de standardiser et de les rendre aussi interopérables pour les échanger plus facilement. Une fois que c'est fait, on peut les réutiliser à travers des datasets, à travers des datamarts ou d'autres formes enfin, pour rendre exploitables ces données. Ça peut être avec des objectifs très différents dans le cadre d'études prospectives, rétrospectives. En termes de gouvernance, ça peut être du partage fédéré, centralisé, hybride, et également, on parlait d'intelligence artificielle avec Claire, ça peut être pour des projets de machine learning, de deep learning. Pour étendre un peu la richesse de ces datasets, on peut apparier, bien sûr, on peut les apparier avec d'autres bases de données, telles que les données du SNDS, par exemple, pour, voilà, si vous souhaitez faire des études de parcours patient, études épidémiaux ou études sur l'économie de la santé. Tout ça, l'objectif final, c'est bien sûr de faire de l'innovation, et qui dit innovation dit potentiellement réinjecter ce qui a été efficace et ce qui peut faire avancer les choses dans le système d'information hospitalier. Et donc Osiris a toute sa place au niveau en tant que standard dans l'étape de transformation de la donnée, notamment en termes de standardisation et d'interopérabilité. Alors, quand on parle de pilotage du programme Osiris par l'INCa, par l'Institut, on pense, enfin, il y a principalement 5 axes de pilotage. Le premier point, c'est bien sûr développer des livrables métiers, des livrables techniques qui vont être utilisés par la communauté pour pouvoir travailler, standardiser et échanger des données. Une fois que ces développements sont réalisés, il faut les valider, il faut les versionner. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que on est au clair sur la version et qu'on peut commencer de l'utiliser, il faut communiquer. Il faut disséminer à un maximum de personnes, élargir à la communauté, de façon à ce qu'il soit le plus répandu possible. Et ensuite, bien sûr, comme tout projet data, il ne faut pas que ça reste de la théorie, il faut l'expérimenter à travers des projets, à travers des cas d'usage, de façon ensuite à avoir des retours d'expérience sur ce qui marche pas, et ça va permettre de faire évoluer ensuite le modèle pour coller le plus possible aux besoins des chercheurs, des cliniciens et des systèmes d'information. Et puis on recommence cette boucle, il faut développer éventuellement d'autres livrables, il faut étendre le modèle, etc. etc. Concrètement, ça se traduit comment ce pilotage? Bien sûr, c'est du management de projet au niveau national. Il y a aussi un gros aspect de compréhension technique. Il y a plein de pans dans la data. Là, on parle surtout d'interopérabilité, donc bien comprendre les enjeux et la technique qu'il y a derrière. On parlait de dissémination, donc c'est beaucoup de communication aussi. Vulgariser aussi auprès des acteurs qui commencent à se mettre dans ce sujet-là, mais qui ne comprennent pas encore tous les enjeux. Et aussi, Claire en a parlé, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de projets au niveau français et au niveau européen. Donc c'est beaucoup aussi de veille et essayer de voir ce qui se passe un petit peu partout.
Alors, on a essayé de résumer d'un point de vue temporel ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce vers quoi aussi on voudrait aller. Donc, la première phase qui correspond à peu près à la période 2017-2023, ça a été une phase de recherche et développement. C'était deux financements, donc hors appel à projet par l'Institut, le premier Osiris, le deuxième MED-Osiris, qui a permis notamment d'aboutir au release de la version 1 Osiris actuelle. Et donc ça, c'était dans le cadre d'un groupe interdisciplinaire, le groupe Interciric, qui a permis d'aboutir à ces développements. Le modèle couvre la clinique, la génomique, la radiothérapie, l'imagerie et la radiomique, et il y a eu un premier cas d'usage sur l'adénocarcinome pulmonaire qui était Lung Osiris. Euh, Ensuite, une fois que il y a eu ce reprise du pilotage par l'Institut, il y a eu cette étape de transfert de connaissances, un peu comme ce qui se passe quand une start-up cherche à scaler à plus grande échelle ce qu'elle veut faire. C'est un petit peu le même principe, hein, transfert de connaissances, transfert de livrables, d'informations sur l'historique du projet. Et donc, le travail qui a été réalisé notamment, c'est cette préparation au déploiement à grande échelle. En termes de développement, on a réfléchi sur un modèle de gouvernance. On a cherché aussi à faire évoluer la robustesse des livrables et surtout aussi à disséminer, à ouvrir le modèle à un maximum d'acteurs. La conférence d'aujourd'hui, ça en fait partie, et communiquer auprès des acteurs. Ensuite, donc deux jalons clés, ce séminaire, je le disais, et également le lancement de l'appel à projet Osiris, qui vise à financer 3 cas d'usage, on y reviendra plus tard. Et donc, cette phase 3 va viser à faire évoluer ce modèle, avec notamment certains développements importants, comme adapter le modèle aux données de vie réelle, et le faire évoluer par la suite. Alors, quelques chiffres clés. Jusqu'à maintenant, l'Institut a pu investir investi 1,3 million d'euros depuis 2017, avec notamment un poste de chef de projet au niveau, pour la coordination nationale. Pour la publication Princeps, la publication initiale, c'est 28 publications qui reprennent cette première publication et deux thèses qui en parlent également. En termes de valorisation aussi, c'est important. Il y a 2 entreprises jusqu'à maintenant qui ont intégré Osiris dans une solution logicielle. Donc Arcan a beaucoup travaillé sur le guide d'implémentation Fire et Adeline, on aura une présentation un petit peu plus tard, qui a aussi intégré ce modèle, ce standard parmi d'autres dans leur solution logicielle. C'est aussi 4 participations de l'Institut à des workshops européens. On parlait de dissémination, donc on a pu avoir la chance d'aller 2 fois à Athènes, une fois à Heidelberg dans le cadre du projet UNCAN et également récemment à Lisbonne. On parlait de vulgarisation, donc on a sur notre page cancer.fr un sujet sur la vulgarisation du programme Osiris. Jusqu'à maintenant, c'est 1064 visiteurs qui ont pu aller voir cette page pour 1600 vues. Et on a aussi, et je remercie le docteur Guillard du groupe Unitrad chez Unicancer, qui nous a permis de faire un webinaire de vulgarisation de ce programme, de ce modèle de données. C'est 1621 vues et c'est la 10e vidéo sur la chaîne Unicancer en termes de popularité. Aujourd'hui, il y a ce séminaire national et il y a aussi ce premier appel à projet Osiris 2025. Alors, reprendre au niveau national, c'est interagir avec beaucoup d'acteurs. Déjà, beaucoup d'acteurs en interne, et c'est important de le souligner. Ça a été beaucoup d'interactions avec, bien sûr, la direction des données, avec Claire et ses équipes, avec la DSI pour le développement de livrables techniques. On a la chance aussi de pouvoir continuer dans le cadre d'un marché public avec Synovate, qui est un prestataire data qui a travaillé avec des grandes entreprises et également plusieurs ministères. Marché qui va être renouvelé et Synovate va pouvoir nous soutenir sur les 4 prochaines années aussi au niveau data pour les questions techniques. Et on a beaucoup travaillé aussi avec notre département juridique parce qu'il y a toujours ces aspects réglementaires et RGPD notamment. Et d'autres départements clés comme la communication pour ce type d'événement, les relations internationales pour essayer
participer à un maximum de projets européens et notre plateforme d'appel à projets. Donc ça, c'est pour, enfin, pour les interactions en interne. Bien sûr, c'est aussi beaucoup d'interactions avec des partenaires externes. Donc l'Agence du numérique en santé qui va nous faire 2 présentations cet après-midi au sujet des standards FHIR, au sujet, enfin, du standard FHIR et au sujet des terminologies de santé. On a la chance aussi d'intégrer l'initiative Phoenix, donc, qui est soutenue par HL7 Europe et qui vise notamment à développer un modèle commun de cancérologie au niveau européen. Dans le cadre de la standardisation des données au niveau des accès précoces, on a pu interagir avec la filière intelligence artificielle et cancer, avec la HAS. On a aussi pu suivre les travaux d'Unicancer sur l'évolution d'un modèle vers l'exploitation des données de vie réelle. Et on a recueilli un certain nombre de retours d'expérience des établissements de santé, des acteurs économiques de l'interopérabilité. Donc on a la chance d'ailleurs aujourd'hui d'avoir plusieurs entreprises dans ce domaine-là qui nous ont rejoints. Merci beaucoup à ce sujet. Et puis bien sûr l'écosystème de la recherche dans le cadre des BCB, des registres et des intergroupes coopérateurs. Alors très rapidement, le package Osiris, les livrables techniques Osiris, c'est une partie modélisation des données, donc modèle conceptuel, logique, physique. Une partie aussi de standardisation sémantique, syntaxique. Donc là, ça concerne plutôt les dictionnaires de données associés à ce modèle. Et aussi un travail sur, enfin des livrables sur le format d'échange, donc plutôt l'interopérabilité technique, notamment le guide d'implémentation au format FHIR. Et donc, je parlais d'un certain nombre de champs couverts de l'oncologie. On souhaiterait bien sûr le faire évoluer, par exemple, en intégrant certaines spécificités des hémopathies malignes. Alors, je parlais du transfert de connaissances et du pilotage national. Il y a eu un certain nombre de défis de scale-up, de mise à l'échelle. Alors, le premier défi, ça a été résoudre un certain nombre de problèmes de R&D et puis proposer des technologies simples mais robustes qui puissent être utilisées à grande échelle. Et puis, c'est poser aussi la question de la gouvernance et la validation des versions, l'évolution des versions d'un point de vue institutionnel. Deuxième point, c'est aussi, on a pu constater qu'il y a vraiment au niveau français une très grande hétérogénéité de la compréhension des acteurs qui gravitent autour de ce sujet, sur la définition de ce qu'est un modèle de données, sur ce qu'on peut en faire, les cas d'usage, donc c'est vraiment très très hétérogène. Il y a des très grands experts et des gens voilà, qui arrivent sur ce sujet, donc il a fallu un peu adapter notre discours. Et dernier point, l'écosystème est très dynamique, il est très intéressant, le monde de la data explose bien sûr, et il y a beaucoup d'acteurs et de plus en plus d'acteurs. Il y a aussi des modèles, d'autres modèles qui existent au niveau international, je pense à Homop, à M-Code, et donc il faut composer avec toutes ces variables. Alors, en termes de développement et de solutions techniques proposées et qui pourra bien sûr évoluer dans le futur, donc solutions techniques mélangées avec l'aspect gouvernance du modèle, on a travaillé principalement sur 3 axes. Le premier axe, c'était pouvoir centraliser toute la documentation et tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant sur un compte GitHub institutionnel, donc qui soit géré par l'INCa. Donc ce compte, en gros, il est organisé en repository, en dossiers thématiques qui couvrent chacun des champs spécifiques du modèle Osiris, donc la génomique, la clinique, la radiothérapie, la radiomique, de façon à pouvoir les faire vivre de manière indépendante. Dans ces repositories, on peut retrouver les dictionnaires de données en anglais et en français, les modèles conceptuels de données associés à chaque spécificité et les licences créatives communes. Ensuite, l'idée, c'est qu'à partir des retours métiers, des retours d'expérience et des cas d'usage des cliniciens, des chercheurs et des industries, c'est pouvoir, soit à travers des réunions, soit directement via des issues sur GitHub par exemple, c'est pouvoir commenter les choses qui vont, les choses qui ne vont pas sur ces différents livrables au sein de ces repositories. Une fois ces retours d'expérience collectés, on va pouvoir faire migrer tout ça et versionner dans le repository officiel qui, lui, inclut le modèle de manière exhaustive, donc le modèle conceptuel dans son intégralité, le modèle logique, le modèle physique,
avec d'autres livrables comme la gestion d'accès, la proposition de gestion d'accès pour gérer le modèle relationnel. Des scripts aussi qui vont permettre d'aller piocher, on y reviendra cet après-midi, dans les API du serveur multiterminologie de l'ANS, donc aller piocher toutes les terminologies qu'on retrouve dans le modèle Osiris, de façon à pouvoir être au courant des différentes versions des terminologies et de pouvoir faire des jointures dans le cadre de genèse de datasets. Donc tout ça, ces livrables vont permettre de générer un modèle relationnel, modèle très simple qui existe depuis un certain nombre d'années, un modèle en PostgreSQL qui est un modèle qui va permettre pour les établissements, je parlais d'hétérogénéité, pour les établissements qui voudraient prendre en main et qui ont besoin d'acquérir encore pas mal de connaissances, générer des datasets en interne et entre les différentes équipes internes à un établissement de santé. Le deuxième type de repository qu'on propose, c'est sur le standard Fire, donc qui lui est plus récent. Il y a encore il y a une communauté très active, mais qui a besoin de grandir. Il y a encore pas mal de connaissances à acquérir pour ceux qui arrivent sur ce sujet. Et donc, on propose aussi ce troisième axe pour les plus experts et qui voudraient plutôt faire du partage de données en utilisant le guide d'implémentation Osiris Fire qui avait été créé à l'époque. On a rajouté aussi avec notre prestataire un guide d'installation qui est relativement simple, avec des commandes simples, mais pour ceux qui arriveraient sur ce sujet. Et donc, ce modèle relationnel et ce guide d'implémentation vont permettre d'échanger de la donnée ou de générer des datasets pour ensuite en faire des cas d'usage et dans le contexte de réutilisation secondaire des données. Bien sûr, et on a par exemple l'exemple de Kereval, mais d'autres spécialistes de l'interopérabilité qui peuvent aussi nous remonter des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Et nous, on prend en compte ou pas ces différentes considérations pour aussi faire évoluer le modèle et tous les livrables qui seraient dans notre GitHub. Rapidement, ce qu'on peut voir à droite, c'est l'installation du modèle PostgreSQL chez nous dans le cadre d'un serveur test à l'Inca. Et en bas, le guide d'implémentation Osiris qui est publié sur le site cancer.fr et qui est relayé aussi par l'Agence du numérique en santé. Alors, on parlait de gouvernance. Il y a encore beaucoup de travaux à faire là-dessus, mais c'est une première proposition sur ce qui pourrait permettre de faire évoluer le modèle dans le temps en termes de versionning. Donc, soit c'est des propositions type top-down avec des groupes de travail, et ce qu'on a l'habitude de faire à l'INCA. Je pense notamment à l'ajout des spécificités des hémopathies malignes ou les données associées. Ça peut être aussi des propositions bottom-up, donc le terrain qui nous dit on a vraiment des besoins. Je pense aux données de vie réelle. Je pense aussi, je ne sais pas, à d'autres thématiques. Ça pourrait être ajouté de l'immunothérapie, de l'oncogériatrie, etc. Donc on est aussi à l'écoute des besoins métiers. Et ensuite, il y a besoin de faire une validation médicale de ce qui sera proposé, des développements proposés. Cette validation médicale, ça peut être sous forme de concertation nationale avec des spécialistes médicaux. Ensuite, deuxième niveau de validation, c'est un travail avec l'Agence du numérique en santé sur les aspects guide d'implémentation, sur les terminologies de santé. Et également, je le disais un petit peu plus tôt, avec notre prestataire data, Synovate, sur les aspects base de données, DevOps et d'autres sujets data. Une fois que ces niveaux sont passés, là, on peut dire un cas, on valide ces propositions et on peut passer d'une version à une autre version et ça va permettre de faire évoluer dans le temps le modèle Osiris. Alors, sans rentrer dans le détail, tout projet data a besoin d'être expérimenté, a besoin d'évoluer et d'être communiqué. Donc là, il y a principalement, et c'est ça la complexité aussi du projet, c'est qu'il y a différents niveaux d'intégration du modèle. Alors nous, à l'Institut, on essaye de l'intégrer dans un maximum d'appels à projets. Je pense notamment au BCB ou dans le cadre de fédération pour le partage de données en pédiatrie. On aura une présentation à ce sujet-là d'ailleurs, ou dans d'autres appels à projets. Il y a aussi un niveau intégration logicielle et valorisation au niveau entreprise. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur ce sujet-là dans le cadre de cas d'usage. Et il y a un troisième niveau d'intégration qui est un des plus complexes aussi, c'est pouvoir communiquer et éventuellement intégrer
le modèle Osiris dans des cas d'usage européens. On parlait de workshop avec HL7 et l'initiative Phoenix. On aura la chance aussi d'avoir une présentation sur CGI Clinics. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 niveaux d'intégration. Le modèle va évoluer, il y a aussi une stratégie à adopter. Donc ce que vous pouvez voir à l'écran, ce sont des propositions stratégiques à court terme. On a notamment parlé avec notre direction pour pouvoir mettre en place, dans le futur, voilà, proposer de mettre en place un comité stratégique qui soit élargi à l'interopérabilité, à la qualité des données en cancéro. Le deuxième point aussi, c'est justement, on est en train de travailler sur la deuxième partie de la stratégie décennale, donc inscrire le modèle Osiris pour lui donner cet aspect interopérabilité pour leur donner plus de place dans la stratégie décennale. Et aussi travailler en cohérence avec notre département data. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits aussi en interop pour standardiser les documentations, enfin la documentation d'interopérabilité du soin, les comptes rendus de génétique moléculaire par exemple. Et donc l'idée c'est vraiment d'être raccord avec ce qui se fait en amont du soin par rapport à ce qu'on propose dans le modèle Osiris pour la réutilisation secondaire des données. Alors voici une proposition aussi de roadmap à moyen terme. Donc là, je vous parlais de premier retour d'expérience. L'idée, c'est de continuer avec l'utilisation de ce modèle, avec l'implémentation du modèle, c'est recueillir des retours, continuer de recueillir des retours d'expérience et les intégrer dans le modèle pour coller au plus proche des besoins. Intégrer par exemple les spécificités des hémopathies malignes et d'autres modules qui pourraient être proposés et qui seraient intéressants à ajouter dans le modèle. Intégrer aussi les spécificités des données de vie réelle. Donc on aura Unicancer et la PHP qui vont nous parler cet après-midi de ce sujet brûlant. Donc voilà, faire évoluer le modèle pour intégrer ces particularités. Et quatrième point, intégrer aussi, dans le cadre de l'appel à projet Osiris 2025, intégrer tous ces retours d'expérience qu'on va pouvoir avoir sur 3 projets de recherche. Et puis, je le disais, on a la chance d'intégrer l'initiative HL7 Europe Phoenix, l'initiative Phoenix, pardon, qui cherche à établir un modèle commun en cancérologie. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer de travailler sur le modèle Osiris et de s'intégrer progressivement dans ce modèle européen en cancérologie. Et donc les enjeux et les messages clés que je souhaitais vous adresser aujourd'hui, c'est que voilà, on aura beau travailler sur différents aspects, gouvernance, technique à l'Institut, si le modèle, si on veut que le modèle vive, il faut le prendre en main, l'implémenter chez vous, travailler sur la réutilisation secondaire des données avec des équipes multidisciplinaires. Donc, allez voir pour les data, allez voir vos cliniciens, parlez-leur, demandez-leur ce dont ils ont besoin, écoutez-les sur leurs besoins et à contrario, pour les cliniciens, allez voir un petit peu ce qu'il y a dans les entrepôts, allez voir comment se comporte le flux de la donnée. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre cette synergie pluridisciplinaire. Une fois que vous allez commencer à l'implémenter, à l'utiliser, c'est communiquer à l'Institut tous vos retours d'expérience, que ce soit des retours positifs, des retours négatifs, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas, de façon à ce qu'on puisse l'améliorer de manière continue. Ça peut être aussi à travers un groupe de travail. Et puis, l'idée étant de faciliter au mieux, à travers cette communication, le versionning et aussi la validation institutionnelle. Bien sûr, je vous invite tous à communiquer là-dessus et à postuler à l'appel à projet Osiris 2025, on en reparle un petit peu après. Et puis, ça peut être, de manière plus générale, ça peut être des opportunités dans le cadre de la stratégie décennale, stratégie interministérielle et du European Health Data Space. Et donc pour conclure, déjà je souhaitais remercier Sophie et Isabelle de l'équipe du BTI qui ont été très très engagées pendant 2 ans et demi sur le sujet. Elles adorent la data maintenant, donc c'est cool. Ça a été beaucoup de collaboration aussi transverse au sein de différents départements à l'Institut et aussi beaucoup d'échanges, que ce soit avec d'autres instituts, d'autres établissements de santé, des entreprises. Donc voilà, ça a été très riche. Et voilà, je vous remercie du coup pour votre attention. On peut...
puis, bah, on a 10 minutes de questions, du coup. Merci. Donc, Marie Bérangère, 3DEC du CHU de Brest. Il y a à peu près 40 CHU en France. Est-ce que vous avez une vision, enfin, combien de CHU ont commencé à implémenter ou l'ont déjà implémenté en fait, le système Osiris? Du coup, donc, dans le cadre de notre première preuve de concept, le guide d'implémentation Osiris avait été utilisé. Donc là, c'était plutôt côté Institut Curie et Institut Bergonié. Maintenant, en termes d'implémentation aussi dans le cadre de notre appel à projet, donc là, c'est plutôt côté BCB. Et les BCB, il y a pas mal de CHU qui sont impliqués dedans. Donc, je parlais de retour d'expérience. Euh, c'est tous les CHU qui sont impliqués dans les BCB. Là, on leur a demandé d'implémenter Osiris et ça se fait progressivement à travers la COP. Du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. Moi, c'est Abdelmalek Moazer de APHP Série Curamus. Vous avez parlé de plusieurs versions, mais sur le dépôt GitHub, ça date de 5 ans, 6 ans? Ouais, alors pour l'instant, et c'est ce que je disais, donc il y a plein de choses à améliorer. Il est utilisable en l'état, du coup. Et c'est pour ça aussi que cet appel à projet, l'idée c'est de d'exploiter ce qui a été fait parce qu'on manque, c'est une des faiblesses en fait du programme jusqu'à maintenant, c'est l'expérimenter, c'est voir tout ce qui va pas, aussi bien sûr de voir ce qui marche correctement. Donc cet appel à projet, l'idée c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cas d'usage et là on pourra passer à une version 2 en intégrant aussi d'autres spécificités. Donc l'idée vraiment là c'est maintenant tout est là, tout est à disposition et d'utiliser ce qu'il y a. Merci. J'ai une autre question. Alors, moi, je travaille avec des équipes de recherche qui sont parfois spécialisées dans une thématique très particulière et ils n'ont pas de vision globale sur le patient, c'est-à-dire ils n'ont pas tous ces traitements, tous les diagnostics et tout ça. Et donc, c'est une question, une confirmation de votre part. Pour bien l'intégrer, il faut voir vraiment les cliniciens qui ont une vue d'ensemble de tout le parcours du patient pour qu'on puisse remplir l'intégralité du modèle. C'est pour ça que je disais, c'est tout l'enjeu des équipes pluridisciplinaires. C'est vrai que je pense que il y a eu une époque où tout le monde travaillait un petit peu en silo, et puis même pour l'avoir expérimenté au CHU de Montpellier, voilà, il y avait le département d'information médicale d'un côté, les cliniciens, les biologistes médicaux de l'autre. Et en fait, c'est vrai que une partie de mon job à l'époque, c'était vraiment essayer de trouver une synergie, d'avoir une équipe multidisciplinaire. Donc effectivement, là, il faut, pour avoir cette vision globale, il faut avoir une équipe qui soit constituée de tous les acteurs et pour avoir cette vision globale. Ouais. C'est super important. Ouais. Peut-être une petite précision. Actuellement, le modèle Osiris, il est déployé dans 5 CLCC via le programme Consort. Il y a une base de données au format Osiris, données de vie réelle. Donc on ne respecte pas encore tout à fait le modèle qui va être publié prochainement, mais on aspire à le faire. Et donc c'est déjà déployé, déjà en production, sur le corpus complet de 4 CLCC, bientôt 5. On attend du coup vos retours d'expérience à ce sujet. Ce serait très intéressant aussi de pouvoir échanger là-dessus. Ouais. Oui, vous avez parlé de l'initiative Phoenix en Europe. Ouais. Est-ce que c'est plus pour les données cliniques ou pour les données de vraie vie à ce stade? On a une présentation cet après-midi à ce sujet. Donc Giorgio, qui est Technical Lead, il pourra vous répondre à ce sujet. Mais l'idée, c'est de pouvoir intégrer...
l'objectif, c'est pouvoir intégrer un petit peu tous les aspects. Donc là, pour l'instant, le travail a commencé sur la partie clinique. Après, l'idée, c'est de l'étendre à d'autres domaines, mais vous aurez plus de détails en début d'après-midi. Ouais. Merci. Isabelle. Antonio Borteria d'Aldin Science. Je me pose une question au niveau de si vous avez aussi validé les modèles avec des acteurs privés, au niveau des pharma, qui sont aussi intégrés dans les projets, est-ce qu'ils vous partagent leurs besoins au niveau de la structuration de la donnée ou pas? On a eu, alors, dans le cadre des... Donc c'est justement Muriel Licourt, et vous pourrez peut-être préciser par la suite, mais vous travaillez en partie avec les pharma. Donc on a commencé à échanger avec Muriel sur la partie standardisation pour les accès précoces uniquement. Mais jusqu'à maintenant, à part ça, je dirais non, mais effectivement, c'est quelque chose qui serait intéressant pour la suite. Ouais. Oui, non, j'ai pas rajouté, c'est vraiment un stade précoce aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement, c'est par un socle commun aussi avec les labos qu'on doit aller. Mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a eu des groupes de travail avec les industriels pour effectivement discuter des données les plus importantes, au moins pour les accès précoces. Mais après, il y a aussi un travail en commun avec la HAS et voilà, donc, et puis aussi avec l'INCA. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus en fait. Ok, je pense qu'on peut passer à la présentation suivante, à part s'il y a encore une question peut-être, mais non, je pense que c'est bon. Ok. Alors, on va passer du coup à la plateforme de données en cancérologie. Donc, c'est docteur Christine Lebihan qui travaille aussi au département data et puis qui va nous présenter la PDC. Je vais donc vous parler de la réutilisation des données de vie réelle qui est faite à l'INCA dans le cadre de la plateforme de données en cancérologie. Alors, on va faire un petit rappel de ce que c'est que la plateforme de données en cancérologie. Donc, c'est un entrepôt de données de santé. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la réutilisation de données. Donc, qui a été constitué par l'Institut, et ça a commencé il y a plusieurs années, et qui continue à être géré par cet institut pour le faire évoluer. Donc, qui dit entrepôt de données de santé dit un adossement avec une structure de gouvernance, avec toute la sécurisation qui va derrière, avec les différents référentiels que probablement vous connaissez. Et donc, un entrepôt, c'est quelque chose qui mobilise tout l'Institut, comme le modèle Osiris tout à l'heure. Interviennent sur cet entrepôt différentes directions, que ce soit la direction du système d'information pour toute l'architecture informatique qu'il y a derrière, le service juridique pour tous les aspects réglementaires qui sont nombreux, forcément le personnel, parce que les ressources humaines, pardon, parce qu'il y a des problématiques de personnel derrière, et puis concernant l'exploitation, un service dédié au sein de la direction des données. Et puis, ça mobilise également des acteurs extérieurs à l'Institut, puisqu'il faut bien l'alimenter, cette plateforme de données en cancérologie. Et pour ça, on a besoin de sources de données qui sont fournies par des sources extérieures à l'Institut. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur l'histoire de cet entrepôt de données de santé et pour faire un focus sur ce qu'on appelle la cohorte cancer, puisque c'est vraiment comme ça que ça a commencé et c'est autour de cette cohorte que viennent s'agréger les autres données qui constituent l'entrepôt. Donc, le cœur, donc une extraction du système national des données de santé. Et l'histoire remonte à 2010.
Donc, ils sont extraits de ce SNDS toutes les personnes qu'on considère comme ayant un cancer. Donc, ça peut aller de l'hospitalisation avec un cancer, de radiothérapie en secteur libéral, de consommation de médicaments anticancéreux, d'affections de longue durée ou d'actes anapathes. Donc, depuis 2010, aujourd'hui, la cohorte cancer compte environ 12 millions de personnes. C'est une base de données qui est nationale, qui est, on va dire, pas exhaustive, mais on va considérer comme quasi exhaustive, et on pourra revenir sur cette question-là, qui, au moment de son alimentation, comprend à la fois des cas incidents et des cas prévalents. Donc c'est important d'avoir ça en tête au moment des exploitations. Son alimentation est annuelle. La source de données, c'est l'assurance maladie. Et une fois par an, donc en fin de l'année A+1, nous recevons l'alimentation de l'année A. Donc qui comprend à la fois les nouvelles personnes qui, depuis le chargement précédent, apparaissent comme ayant un cancer, mais également les données des personnes qui étaient déjà présentes et qui sont toujours vivantes. Et l'extraction qui est récupérée, ce n'est pas uniquement la consommation de soins en lien avec un cancer, c'est l'ensemble de la consommation de soins de la personne, quelle qu'elle soit. La durée de conservation, elle est de 20 ans. Donc vous voyez, le temps passe vite. On a déjà en fait 15 ans d'existence, même s'il n'y a pas encore tout à fait 15 ans de données. Mais il va falloir réfléchir à la suite et s'interroger sur cette durée de conservation qui, au début, nous semblait vraiment très, très longue et qui, plus le temps passe, plus on se dit que peut-être il y a lieu de réviser ça. C'est un des projets pour les années à venir. Donc, avec toutes ces données, toutes ces personnes, on arrive à avoir des volumes quand même très conséquents de personnes pour chacune des localisations. Donc, vous voyez pour les localisations fréquentes, évidemment, des gros volumes, mais aussi, et là c'est peut-être plus spécifique, un grand nombre de personnes pour des localisations de cancer relativement rares. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant. Et l'intérêt de cette extraction dans la plateforme de données en cancérologie, pour ceux qui connaissent le SNDS, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, avec des données structurées, qu'on peut retrouver dans diverses tables. Et l'objectif donc de l'INCa, dans notre idée de favoriser la réutilisation de ces données, c'est de faire en sorte que ces données soient retravaillées, justement pour les rendre plus facilement exploitables par des utilisateurs dans le cadre de projets, pour qu'ils puissent mener des projets sans nécessairement avoir une connaissance approfondie du SNDS. Donc on a construit des tables synthétiques qui contiennent un certain nombre d'informations qu'on est allé récupérer à droite à gauche dans toutes les tables du SNDS pour constituer quelques tables consolidées et facilement exploitables. Donc ces tables concernent à la fois la localisation du cancer, les consommations de soins spécifiques et fiabilisent aussi des informations que l'on peut retrouver parfois un peu éparpillées et avec des sources multiples, même parfois contradictoires, au sein du SNDS. Donc c'est ce qui en fait la particularité au sein de la plateforme. Alors, autour de cette extraction du SNDS, donc, qui a commencé en 2010, se sont agrégés, on a obtenu l'autorisation plutôt d'agréger d'autres sources de données, parce que, si vous connaissez le SNDS, donc, c'est une base de remboursement. Donc, c'est de la consommation de soins avec des remboursements.
elles n'ont pas été collectées donc dans leur but primaire, pour reprendre le vocabulaire de tout à l'heure, qui était le remboursement. Elles ont été collectées pour cet objectif primaire. Et là, nous, on essaye de les réutiliser dans un objectif secondaire qui cherche à faire de l'épidémiologie, de la recherche à partir de ces données. Donc, tout ça pour dire que, eh bien, elles ne contiennent que les éléments qui étaient nécessaires au remboursement des soins. Et le reste, eh bien, fait un peu défaut. Alors, il y a des choses qu'on peut construire, mais le SNDS tout seul, on sait qu'il a des défauts. Et d'où cette idée de venir enrichir cette extraction par d'autres sources de données qui, elles, pourraient venir combler ces défauts et apporter la vision que n'apporte pas le SNDS. Donc aujourd'hui, les autorisations dont dispose l'INCa pour les données à venir dans la plateforme de données en cancérologie. Donc des données de registre de cancer, des données du dépistage, des données du dossier communicant de cancérologie, les données qui peuvent être amenées dans le cadre de projets extérieurs au sein de la plateforme, que ce soit par le monde académique ou le monde industriel, et puis les données de la base au secours, donc qui sont les passages aux urgences. Donc différentes couleurs parce que les autorisations ont été obtenues à différents moments, peu importe. Là donc, je vous ai bien dit, ce sont les autorisations. Aujourd'hui, dans la plateforme, on n'a pas encore toutes ces données. On vise à les avoir, mais on ne les a pas encore. Et ce qui arrive en ce moment, ce sont les données des registres du cancer. Donc, je vais m'attarder un tout petit peu sur les données sur les registres des cancers. Donc, il y a 27 registres de cancer en France qui ne couvrent pas l'ensemble de la population française. Ils sont répartis dans différents territoires et couvrent un petit quart, 22-24% de la population française. Par contre, c'est exhaustif pour les tumeurs de l'enfant. Et l'intérêt de ces données de registre, c'est qu'elles sécurisent la notion de cancer et c'est qu'elles apportent des informations précises sur la localisation topographique et histologique et le stade au diagnostic, donc qui sont des éléments qui ne sont pas disponibles dans le SNDS. Alors, pourquoi je m'attarde un petit peu sur ces données de registre? Parce que vous avez vu donc l'autorisation d'agréger tous ces éléments, mais il ne faut pas perdre de vue que toutes ces données n'ont pas d'identifiant commun. Donc pour les utiliser, eh bien, il faut quand même réussir à savoir qui est qui au sein de chaque base pour pouvoir affecter les bonnes données à la bonne personne. Et donc le cas se présente avec les données des registres, puisque ce qui est transmis, ce sont les données socles. Alors les données socles, c'est un sous-ensemble de données qui est transmis chaque année depuis plusieurs années pour constituer ce qu'on appelle la base Francim, qui sert de base pour faire toutes les données d'incidence et de mortalité produites notamment par les hospices civils de Lyon dans le cadre du partenariat avec l'INCa, SPF et Francim. Donc c'est un sous-ensemble et ce sont ces données-là qui arrivent dans la plateforme de données en cancérologie. Donc je vous ai mis ici le type de variables qui arrivent et c'est sur ce type de variables-là que l'on va pouvoir faire l'appariement, donc essayer de retrouver les personnes. Alors, donc, en l'absence d'identifiant commun, eh bien, il s'agit d'un appariement indirect. Néanmoins, il est déterministe puisqu'on utilise pour faire cet appariement des variables qui sont communes aux deux sources de données. Ces variables sont probablement insuffisantes encore pour faire l'appariement, donc on reçoit également un jeu de données complémentaires, mais que pour le moment ne vont pas encore être restituées, ne vont pas être restituées dans l'entrepôt. De toute façon, ce sont des données complémentaires qui existent déjà via le SNDS, mais qui permettent de consolider l'appariement.
Donc, vous voyez que le périmètre actuel des données, il est national pour l'extraction SNDS, il est infranational pour les données des registres. Néanmoins, avoir des données de registre sur un petit quart de la population va permettre beaucoup de travaux et va permettre de qualifier encore plus précisément les données de la cohorte en permettant de tester différentes hypothèses, ne serait-ce que est-ce que quand on identifie un cancer dans la cohorte cancer, ce cancer existe vraiment? Est-ce qu'on l'identifie avec la bonne localisation? Est-ce qu'on l'identifie à la bonne date d'incidence? Est-ce qu'on est capable d'inférer un type histologique au vu de certains éléments? Donc il y a une riche perspective de travaux à mettre en œuvre sur cette zone commune entre les registres et la cohorte. Et ces travaux faits sur cette zone commune vont nous permettre de mieux qualifier la zone hors registre, qui, elle, restera une zone hors registre, puisqu'il n'y a pas d'informations avec cette précision recueillie sur le reste de la zone. Donc, c'est des données de consommation de soins qui se combinent avec des données cliniques et qui s'enrichissent mutuellement, puisque, donc, on l'a largement compris, je pense, les données des registres permettent de qualifier les données du SNDS, mais les données du SNDS permettent aussi de suivre les personnes qui sont dans les registres, parce que l'enregistrement, il est fait au diagnostic, et souvent, il n'y a pas le suivi. Donc, suivi que peuvent permettre les données de consommation de soins. Et ceci est vrai, en fait, pour n'importe quelle recherche, base de données de recherche clinique qui est collectée à un moment donné, qui s'arrête. Néanmoins, ça peut être très intéressant de voir ce que deviennent ces personnes au fil du temps, ne serait-ce que la survie, mais aussi les autres soins qui vont intervenir derrière, les complications, les séquelles. Donc vous voyez là, vous avez une petite timeline avec l'ensemble du champ qu'il est possible d'investiguer grâce à ces données. Donc ça va de la période qui précède le diagnostic, avec les différents types d'examens qui peuvent avoir été réalisés pendant cette période. Donc la connaissance des trajectoires de soins en amont du diagnostic. Au moment du diagnostic vient ensuite la phase des traitements, qui est plus ou moins longue, puis une période dans laquelle les traitements vont s'arrêter, éventuellement redémarrer, donc signe de récidive, de rechute, et on reboucle sur une nouvelle phase de traitement suivie de périodes d'arrêt de traitement jusqu'à la période de fin de vie et le décès de la personne. Donc un large champ possible pour les exploitations. Alors, donc on revient un petit peu sur l'appariement. En l'absence d'identifiants communs, on a quand même fait des travaux d'appariement de ces données. Et je voulais vous rapporter très rapidement quelques expériences qui ont été réalisées. Donc beaucoup de travaux d'appariement avec les données de registre, différents types de registres et différents types d'appariement, puisque dans certains cas, comme sur la leucémie myéloïde chronique, il s'agissait d'apparier sur des consommations de médicaments. Dans d'autres cas, sur le sein et le cancer colorectal, on a mené différents types d'appariements, soit avec les données socles, soit avec les données PMSI, soit avec des données que les registres appellent haute résolution, qui sont des données qui sont un recueil enrichi de données pour certains cas. Et la comparaison de ces différents appariements nous permet d'avoir une vision assez précise de comment faire les appariements sur les données socles. Donc ça, c'est ce
C'est ce qui va nous occuper dans les mois qui viennent avec les données socles qui arrivent pour l'ensemble des registres. Il y a eu également un appariement avec des données du registre national pédiatrique dans l'objectif d'évaluer l'exhaustivité du recueil des registres, notamment pour les 15-17 ans, puisqu'il y a eu un élargissement de l'âge couvert par ces registres. Et il y a eu un appariement avec une cohorte, qui est la cohorte Canto, que vous connaissez sûrement, et des appariements avec des données provenant de l'industrie pharmaceutique, recueillies dans le cadre alors, on parlait d'ATU à l'époque, autorisation temporaire d'utilisation, sont les accès précoces maintenant, mais comme la période est un peu ancienne, on était encore dans les ATU, mais voilà, ça revient un petit peu au même. Alors, les variables qu'on a utilisées pour ces appariements. Donc, en fait, il n'y a pas un modèle d'appariement, il y a des modèles d'appariement en fonction des données disponibles dans la source de données à apparier. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, selon les données à apparier, nous avons pu utiliser soit des variables précises, soit des variables un petit peu dégradées, puisque les informations précises n'étaient pas disponibles, et c'est celles qui apparaissent en gris plus clair. Je ne sais pas si on voit bien la différence de couleur, je n'ai pas l'impression. Donc, bon, des variables toujours disponibles que le sexe, hein, c'est vraiment important. On enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais il faut quand même avoir ce type de variables pour retrouver les bonnes personnes dans les bases. Mois, année de naissance, alors en gris, ça peut être l'âge, mais c'est vrai que si on dégrade l'information, on dégrade aussi les capacités d'appariement. Le mois et année de décès, quand il s'avère que la personne est décédée, et là, il faut bien faire attention à la date des dernières nouvelles, puisque elle peut être décédée après la date des dernières nouvelles, et dans ce cas-là, c'est logique d'avoir une information discordante entre les deux sources. La commune de résidence, si elle est disponible, c'est aussi une variable intéressante, mais qui peut être dégradée pour avoir uniquement le département de résidence, voire rien du tout sur la résidence, mais là, ça devient plus problématique. Bien évidemment, le type de cancer, hein, avec, alors pas forcément quelque chose de très précis, mais au moins l'organe. La date de diagnostic, alors dans le SNDS, il n'y a pas de date de diagnostic, il y a des dates d'examen, comme on le sait. Donc, il va falloir essayer d'inférer une date probable de diagnostic à partir des consommations de soins. Et là, j'aborde aussi la notion de définition des variables. Qu'est-ce qu'une date de diagnostic dans la donnée que l'on veut apparier? Comment est-ce qu'elle a été définie? Et c'est la manière dont elle a été définie qui va nous permettre de savoir quels actes, quels éléments aller rechercher dans les consommations de soins pour essayer d'approcher cette date de diagnostic. Les médicaments, on l'a vu, ça nous a servi à la fois dans les situations d'ATU et d'appariement avec un registre. La consommation de médicaments en ville, c'est quelque chose de très utile et qui donne des bons résultats d'appariement, à condition que l'information soit précise et datée. Hein. Dans toutes ces informations-là, ce qui est important, c'est d'avoir la date. Tout type de traitement dédié au cancer en général, puisque c'est ceux-là qui vont être présents dans les sources de données, donc de la chirurgie, du traitement médicamenteux, de l'irradiation, avec toujours sa date et si possible l'établissement qui a délivré le traitement. Et l'établissement, donc, des fois on a des noms d'établissement, donc ça c'est un petit peu farfelu. Le mieux c'est quand même d'avoir des numéros finesse. D'où, je croise avec le sujet Osiris, l'importance de la structuration des données. Donc, avec toutes ces expériences d'appariement, ce qui est apparu, c'est que on a eu, selon les cas, des taux d'appariement
Donc on a réussi à trouver la correspondance entre la source et la personne dans le SNDS. Alors, on a retrouvé la personne et on pense que c'est la bonne personne, parce qu'on peut retrouver une personne et avoir des doutes, avec un taux qui varie de 83 à 98%. Donc vous voyez que même le plus mauvais taux, 83%, il n'est pas si mauvais que ça. Et en fait, ce qui fait la différence pour passer de 83 à 98, eh bien, c'est la qualité des données qui nous arrivent. Et quand je dis qualité, ça peut être est-ce que l'information est disponible? Ça va donc est-ce qu'elle est correcte? Et ensuite, les éléments importants à prendre en compte pour faire cet appariement, c'est travailler sur les définitions, donc en amont, et les formats de données. Donc, je recroise avec Osiris. Pour faire un appariement, donc indirect déterministe, il y a un certain nombre d'étapes. Hein, ce n'est pas que je prends mes données, j'apparie. Non, il y a plein de choses à faire avant. Et c'est plein de choses. C'est ce qui peut être structuré et réfléchi en amont et qui va pouvoir permettre d'aller plus vite derrière sur les réalisations de l'appariement. Donc bien sûr, le recettage des données, voir ce qui arrive, ça c'est la base. Mais la préparation des bases à apparier. En fait, si ces bases ont été correctement préparées en amont directement à la source, c'est des étapes qui vont faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, s'accorder sur les définitions, définir des formats communs. Ensuite, définir les clés d'appariement, savoir sur quelles variables est-ce qu'on va vouloir apparier. Voir quelles sont les variables qui vont avoir un pouvoir discriminant ou pas. Et ça va être en fonction des différentes modalités que la variable peut prendre. Et ensuite, on va rentrer dans un cycle itératif de mise en œuvre, évaluation, jusqu'à arriver à l'appariement que finalement on va choisir de retenir. Donc, mise en œuvre, évaluation. L'évaluation passe par savoir combien de personnes est-ce qu'on a apparié en 1-1, c'est-à-dire qu'on a bien la correspondance une à une. Combien de personnes de la donnée source n'ont pas de correspondance dans la table cible, ou combien en ont plusieurs. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut rajouter des critères, des variables qui vont nous permettre de discriminer ces plusieurs? Combien on peut avoir des cas où... alors, attendez, je vais vous mettre un petit schéma, ce sera plus simple. Vous voyez là, vous avez différents cas de figure avec la correspondance 1-1, la correspondance 1N, la N1, et puis qui se croise avec la 1N. Du coup, on peut avoir du NN. Bon, au bout du compte, l'objectif n'est pas forcément d'apparier 100% des personnes, mais bien d'apparier les bonnes personnes. Donc, on peut être amené à dégrader le taux d'appariement en fonction des résultats de l'analyse de concordance si on découvre que sur des variables qu'on dit de contrôle, donc qui n'ont pas été utilisées pour faire l'appariement, on se rend compte que les personnes appariées diffèrent et diffèrent d'une façon qui nous font penser que ce n'est pas la bonne personne. Donc, vous voyez dans tout ce que je vous dis, on n'est pas encore passé dans l'automatisation, puisqu'il y a quand même pas mal d'étapes manuelles à la fin. On tend à automatiser le plus possible, mais je pense que si on veut automatiser, ce sera probablement avec une perte de qualité, une perte de taux d'appariement. Il faut trouver le juste équilibre entre j'automatise et je perds potentiellement de l'appariement, ou j'automatise et puis je complète à la main pour gagner le plus possible. Donc là, en fait, ça va être en fonction des projets, des études au choix. Voilà, donc aujourd'hui, l'utilisation de la plateforme de données en cancérologie, c'est quelque chose qui se fait. L'objectif de cette plateforme, c'est d'être ouverte
à un certain nombre de partenaires du monde de la recherche, du monde académique, des industriels aussi. Et donc plusieurs partenariats ont été menés ou sont en cours avec des établissements de santé divers horizons, des universités, une école d'ingénieurs, l'INSERM, la filière intelligence artificielle et cancer, pardon. Et ces partenariats ont déjà produit des résultats avec des publications, donc une vingtaine d'études en cours, et des publications dans des congrès nationaux, internationaux, des présentations orales, des posters. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est utile, qui est utilisé, même dans le périmètre encore relativement restreint qui est disponible actuellement. Donc avec l'enrichissement des données, comme on va le voir, les possibilités d'exploitation vont se multiplier. Cette plateforme, donc aujourd'hui, elle sert à l'Institut et elle sert aussi, donc en dehors de l'Institut, à répondre à un certain nombre de questions, que ce soit en santé publique, en méthode scientifique, aujourd'hui, la question est posée de savoir est-ce que cette plateforme de données en cancérologie, quelle peut être sa place dans un registre national de cancer comme c'est envisagé par les politiques actuellement. Alors, voilà vers quoi nous voulons tendre à l'avenir. Donc, vous allez me dire, mais vous voulez élargir la plateforme et toutes les données autorisées ne sont pas encore dedans. Oui, c'est vrai. Il y a un gros travail, en amont en fait pour pouvoir accueillir ces données dans la plateforme. Et c'est pas parce qu'on travaille à l'arrivée d'autres données qu'on ne travaille plus à l'arrivée des données déjà autorisées. Mais voilà, aujourd'hui on est en train de faire une demande CNIL pour élargir les sources de données potentielles de la plateforme. Alors, on en est au stade de la demande, hein, ça ne veut pas dire qu'on va les avoir, mais notre objectif est de cibler un petit peu plus large. Et voilà, en acquérant des données sur des champs qui aujourd'hui ne sont pas présents. Donc, bien évidemment, des données génomiques. Hein, ça, je sais que c'est très attendu par différents partenaires. Et voilà, on y travaille. Après, il y a des données de ville également, de suivi de patients en ville, parce que ça, c'est peut-être la période de suivi des personnes pour lesquelles on a le moins d'informations. Également des données sur le handicap pour essayer d'avoir des approches sur des populations cibles, dans le cadre notamment du prolongement de la stratégie décennale où il y a des objectifs particuliers sur certaines populations. Les carticelles, l'étude Vican, donc ça c'est pour le suivi, la qualité de vie et l'après-cancer. Voilà, donc c'est des objectifs qui vont prendre bien évidemment plusieurs années, mais vers lesquels nous tentons d'aller. Donc ça veut dire que pour alimenter cette plateforme, il faut encore développer un système d'information complexe et qu'elle s'articule avec différents autres systèmes d'information. Sur le dépistage, il y a un collecteur national qui se met en place et avec lequel la plateforme pourrait s'interfacer pour recevoir les données du dépistage. Et puis, il y a tout le sujet de la pseudonymisation avec des exigences RGPD, CNIL, qui nous obligent à construire un système d'information spécifique
pour gérer tous ces pseudonymes et faire en sorte que ces bases se parlent, voilà, pour une utilisation plus efficiente. Et donc pour finir, donc vous voyez, la plateforme de données, c'est une exploitation complexe, de part de la nature des données, leur organisation. Néanmoins, au sein de l'Institut, nous avons mis en place toute une architecture pour essayer de faciliter leur appropriation par les utilisateurs qui voudraient déposer des projets sur cette plateforme, à la fois en proposant des méthodes aux utilisateurs, méthodes issues de notre expérience, donc des méthodes d'analyse, de la documentation sur les données disponibles et aussi sur ces méthodes, une aide à l'appariement pour faire profiter de l'expérience que nous avons déjà acquise sur ces appariements aux utilisateurs qui en auraient besoin et qui n'auraient pas d'expérience. Il y a également un accompagnement juridique qui est proposé en amont et post-comité scientifique et éthique de la plateforme, puisque, ça je ne l'ai peut-être pas dit, c'est que pour qu'un projet puisse être réalisé sur la plateforme, il y a tout un process réglementaire qui est le protocole, l'acceptation du protocole par un comité scientifique et éthique, et ensuite, probablement, ça dépend des projets, mais en général, oui, un passage par le CESRES, la CNIL, qui s'en trouve néanmoins facilité de par l'examen préalable par le comité scientifique et éthique de la plateforme. Donc, vous l'aurez deviné, un petit appel, une petite publicité si vous souhaitez développer des projets. La plateforme existe et est mobilisable. Donc, voilà, à vous de réfléchir et de voir comment est-ce qu'éventuellement on peut avancer ensemble. Vous avez évoqué donc les taux d'appariement de 83 à 98%, mais est-ce que vous avez vérifié la fiabilité éventuelle via des méthodes données synthétiques, faire une évaluation de la fiabilité? Alors, on procède à des analyses de concordance, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour faire ces analyses de concordance, on prend des variables qui sont communes entre les deux bases, mais qui n'ont pas été utilisées pour l'appariement, puisque sinon, ça veut dire que l'information est concordante. Donc, et sur ces informations-là, on vérifie que la nature de l'information, enfin que l'information apportée est la même des deux côtés. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on mesure la concordance, avec des taux de concordance, et on choisit. Enfin, alors là, évidemment, il y a une étape de choix. C'est nous qui définissons quel seuil on tolère pour la concordance ou la non-concordance. Et donc, je disais, on peut être amené à dégrader le taux d'appariement si on s'aperçoit qu'en voulant apparier plus, on dégrade la concordance. Donc, c'est un compromis entre l'appariement et la concordance. Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que oui. c'est un compromis. Oui. Et notamment quand on travaille, vous disiez qu'il y avait à peu près un quart des... Enfin, vous utilisez les registres et que ça représente... Ce que vous pouvez utiliser, ça représente à peu près un quart de la population. Parce que toutes les populations ne sont pas couvertes par des registres, ou parce que vous utilisez plutôt des registres haute résolution pour ce genre de problématique? Alors, la zone registre, donc la zone géographique couverte par des registres du cancer, n'est pas nationale, hein, elle ne couvre que 24% de la population. Donc ça, c'est la première information. Et la deuxième, c'est que pour faire les appariements, en fait, on s'est préparé donc à l'arrivée des données socles, des registres dans la plateforme. On sait que pour ces données qui vont arriver en routine au fil de l'eau, enfin non, pas au fil de l'eau, au fil des années, nous n'aurons que les données socles. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à savoir que penser de l'appariement sur les données socles.
Et là, on a eu la chance de pouvoir bénéficier des données d'un registre qui a à la fois ces données socles, bien évidemment, mais qui a aussi des données PMSI qui sont structurées exactement de la même manière qu'est structuré le PMSI dans le SNDS, donc dans la plateforme de données en cancérologie. Et donc, on a eu, pour un set de patients sur 2 localisations, à la fois les données socles et les données PMSI. Et donc, on a fait l'appariement avec les données socles. Et ensuite, on s'est servi des données PMSI pour vérifier que l'appariement socle était correct. Et ça nous a même servi à définir le bon appariement socle. Appariement socle qu'on va pouvoir généraliser à l'ensemble des registres qui, eux, ne vont pas fournir le PMSI, mais on aura déjà au moins défini la manière de faire grâce à cette vérification. Bonjour, Laetitia Chanas de l'Institut Curie. C'est très très intéressant ce que vous faites. En fait, je me demandais quel type de personnes peuvent vous contacter pour faire des études. Est-ce qu'un médecin qui ne connaît pas spécialement les données du SNDS peut faire ça? Parce qu'en fait, il y a plein de médecins qui sont intéressés par ces données. Mais quand on arrive, quand on arrive au HDH après multiples péripéties, voilà, on arrive à ah oui, mais on n'a pas les compétences pour aller exploiter. Donc c'est vraiment aidant de savoir qu'il y a des méthodes déjà accessibles, mais parfois il faut plus. Et est-ce que vous avez un accompagnement de ces porteurs? Alors, c'est vrai que toutes les tables que l'on construit sont en plus du SNDS, mais issues quand même des informations du SNDS, visent à faciliter l'exploitation par des gens qui ne connaissent pas le SNDS. Donc aujourd'hui, nos utilisateurs sont assez contents de ces tables. Je pense ne pas me tromper en le disant, les utilisent. Néanmoins, ces tables ne permettent pas forcément de répondre à toutes les questions. Et on ne peut pas faire des tables sur tout. Alors, en fonction de l'expérience et des retours utilisateurs, on peut être amené à corriger des informations, rajouter des informations. Et c'est vrai que le retour utilisateur nous est très utile pour ça, pour améliorer ce que l'on peut offrir en termes de possibilités. Pour répondre à votre question, il faut quand même savoir manipuler les données pour exploiter. Donc, l'Institut n'a pas vocation à faire les exploitations pour les porteurs de projets. Néanmoins, l'Institut peut mettre à disposition son expérience pour aider. Mais aider ne veut pas dire faire. Donc, il faut quand même que les gens sachent, soient habitués à ce genre de manipulation. C'est quand même des tables énormes, avec un langage, c'est pas l'outil statistique de base, même si on a des outils statistiques courants, mais c'est pas du tableau Excel, quoi. Donc le médecin qui a l'habitude de manipuler les tableaux Excel n'est pas capable d'exploiter des données de ce type. Donc oui, tout à fait. Qui ne connaît pas le SNDS, tout dépend de ce qu'il veut mobiliser dedans, en fait. C'est à voir au cas par cas. Merci. Marina Rousseau-Tsangari, Centre Léon Bérard. Moi, je voulais vous remercier de votre présentation, parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que je ne suis pas toute seule, vraiment ce travail, effectivement, de cette plateforme des données au niveau national. Mais moi, j'ai plusieurs observations. La première, on se rend compte finalement qu'au niveau national, on n'a pas les registres du cancer. Effectivement, vous l'avez très bien expliqué. Je crois que c'est très pédagogique ce que vous aviez dit là, et vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça veut dire qu'il y a une énorme partie du territoire qui n'est pas couvert par les registres du cancer. Première question, qui interroge quand même par rapport à effectivement
nos politiques nationales où effectivement on met des moyens au niveau du cancer et on se rend compte de toutes ces difficultés qu'il y a. Et ensuite, j'ai une autre interrogation que j'aimerais partager avec vous. Et on est aujourd'hui à l'ère de la génomique, de l'imagerie, etc. Et on se rend compte que les socles, finalement, des données nécessaires pour comprendre effectivement est-ce qu'on a un cancer ou on n'a pas un cancer, la date du diagnostic, etc. On doit fournir un travail énorme. Et en fait, on entend dans tous les médias, l'intelligence artificielle va nous sauver. Et globalement, effectivement, non, mais je fais effectivement de la provocation parce que on montre par ici qu'on n'est même pas à la donnée clinique, j'allais dire, du patient. Et on est à l'ère de la génomique, et on n'a pas les données génomiques qui vont avec, et on est à l'ère de l'imagerie, et on n'a pas. Et finalement, on se rend compte que dans les différents secteurs et institutions, on fait des projets de recherche, certes extrêmement intéressants, mais elles sont parcellaires, j'allais dire, sur la connaissance, finalement, de toutes ces données qu'on peut disposer. Voilà, c'était juste des réflexions plutôt, mais c'est très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Pour revenir sur les données de génomique, nous avons l'autorisation pour les avoir. La difficulté qu'on a, c'est de les récupérer. Ouais. Donc, on était parti initialement sur une piste structuration des comptes rendus de génétique moléculaire pour les récupérer via les plateformes de données de génétique moléculaire. Ça s'avère compliqué. Je laisserai peut-être Claire compléter. Dans le périmètre de l'autorisation à venir, l'avant-dernière diapo, vous avez peut-être pas eu le temps de regarder, mais il y a le CAD, le collecteur analyseur de données, qui pourrait alimenter en information la plateforme de données en cancérologie. Et là, oui, l'IA, à ce moment-là, pourra nous aider, mais l'IA sans données, voilà. Donc, la première phase, c'est d'avoir les données, et après, on pourra faire de l'IA. Juste pour compléter ce que vient de dire Christine, il y a un travail conjoint entre le CAD et nous qui se met en place sur justement la standardisation des comptes rendus de génétique moléculaire. Ça, c'est le premier point et c'est l'enjeu. Et c'est pas parce que le compte rendu est normalisé que derrière, il est implémenté dans les éditeurs, enfin chez les éditeurs. Donc, il y a aussi toute cette démarche à engager. Coucou l'ANS, si vous êtes là. Voilà. Et effectivement, on a déposé une autorisation CNIL commune avec le CAD pour que les deux plateformes interagissent, en particulier sur la génétique moléculaire. Voilà. Une question. Luc Chatti, HL7 Europe. Comment est-ce que vous pensez que l'arrivée de l'espace européen des données de santé, d'ici 3-4 ans, va impacter votre travail ? Y a des travaux en cours pour mutualiser des jeux de données. Donc là, il y a des travaux sur les catalogues pour essayer d'harmoniser les catalogues. Et bon, je ne sais pas si on se dirige vers une base nationale commune, une base commune européenne. Je ne pense pas. Je pense que ce serait plutôt en alimentant sur projet, pouvoir extraire des sets de données pour les mettre en commun avec des sets de données issus d'autres pays, le temps d'une exploitation, et ensuite les supprimer, quoi. C'est ça que je pense, c'est vers ça qu'on se dirige, me semble-t-il. Moi, je pense surtout à la partie standardisation des logiciels qui devrait arriver avec. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va pouvoir aider votre travail de collecte ? On n'arrive pas à les standardiser au niveau national, donc... Ça a déjà commencé chez nous, hein, c'est un peu ça le gloubi-boulga. Je suis d'accord. C'est tout. Merci. Alors, l'idée là, de cette présentation, c'est passer très rapidement de vous présenter en fait, le lancement de l'appel à projet Osiris 2025. Donc les objectifs déjà pour commencer de cet appel à projet
Osiris, les 3 objectifs principaux, c'est de valider l'intérêt à grande échelle du modèle Osiris comme une norme potentielle de partage de données standardisées interopérables déjà à notre échelle. Évaluer aussi la faisabilité de projets de recherche qui s'appuieraient sur cette norme et on est dans la thématique à encourager la réutilisation secondaire des données via des cas d'usage innovants dans les domaines de la recherche transla, clinique, en épidémiologie ou également en santé publique. Les objectifs secondaires aussi qu'il y a derrière tout ça, c'est assurer la mise en place et l'alimentation d'un modèle relationnel dans un système de gestion de base de données qui soit adapté. Vérifier aussi la conformité des échanges de données structurées au format Osiris et conforme selon le standard HL7 FHIR. On parlait d'une version 1, l'idée c'est de voir comment les choses qui ne vont pas, les choses qui vont bien et comment le faire évoluer vers une version 2. Encourager aussi, et ça c'est très important, l'esprit de collaboration, les équipes pluridisciplinaires et aussi le partage entre chercheurs, cliniciens, équipes de bioinformatique et data. Et bien sûr, identifier les futurs axes d'évolution du modèle Osiris. Alors concernant le champ de cet appel à projet, les spécificités, donc les champs couverts, on a voulu vraiment avoir quelque chose de relativement large pour permettre à un maximum d'acteurs de nous proposer des cas d'usage. Donc ça peut être de l'épidémiologie, santé publique, de la recherche biomédicale pour l'aide au diagnostic, pronostic, de l'aide à la décision thérapeutique, aussi dans le cadre de personnalisation de traitement ou encore de pharmaco-épidémiologie. Les projets qui sont exclus, l'idée c'est qu'il y a déjà pas mal le champ couvert est vraiment très large. Donc les projets exclus sont ceux qui concerneraient des études de faisabilité de prescreening à des fins d'inclusion de patients dans une étude, tout ce qui est côté pilotage d'établissements de santé et donc pédiatrie également, sachant que voilà, il y a déjà un certain nombre de financements à l'Institut qui font la promotion du modèle Osiris. Donc il y a tous ces différentes voies qui seraient intéressantes dans le cadre de l'oncopédiatrie. C'est pour ça que ce n'est pas éligible dans le cadre de cet appel à projet. En termes de sources de données, l'idée aussi de ce standard, c'est d'intégrer et d'exploiter des sources de données multimodales, multisources, que ce soit du prospectif ou du rétrospectif. Et on vient d'en parler longuement. Il y a tout à fait possibilité de mobiliser les données de la plateforme de données en cancérologie de l'Institut. L'idée étant de, plus on a de sources de données différentes, plus on peut enrichir notre cas d'usage et les réponses apportées. Ensuite, concernant l'utilisation du modèle en tant que tel et des dictionnaires associés, l'idée c'est de pouvoir utiliser au moins 2 des 5 sets de données proposés actuellement par Osiris. Alors bien sûr, chaque projet de recherche a ses spécificités, donc effectivement s'il y a besoin d'utiliser des variables dans le cadre d'un type de cancer en particulier ou d'une problématique, c'est tout à fait possible et il faut bien sûr les préciser dans la candidature. On parlera des terminologies cet après-midi, mais voilà, chaque terminologie a son niveau de granularité. Et effectivement, Osiris en propose certaines, mais s'il y a besoin d'utiliser en particulier une terminologie qui n'est pas dans le référentiel Osiris, vous pouvez éventuellement la proposer et justifier le choix de ce référentiel. Nous, c'est pareil, ça nous donnera vraiment des retours d'expérience super intéressants. Et point aussi très important, on parlait des hémopathies malignes, des données de vie réelle, de modèles en données de vie réelle. On vous invite vraiment, si vous utilisez actuellement d'autres modèles dans votre système d'information hospitalier, à faire, enfin en tout cas c'est couvert dans le cadre de cet appel à projet, à faire des études comparatives avec d'autres modèles éligibles. Par exemple, vous avez un cas d'usage, et bien vous pourrez très bien comparer Osiris avec ce qui se passe dans Homop. Là, on a des propositions aussi pour des modèles en données de vie réelle, donc ça pourrait vraiment être intéressant de voir un petit peu quel modèle pour quel cas d'usage. On attend aussi, enfin c'est couvert en tout cas dans le champ de l'appel à projet. En termes de gouvernance des données, d'un point de vue technique, il n'y a pas de prérequis. Ça peut être très bien du centralisé, ça peut être du fédéré ou l'intermédiaire entre les deux hybrides. Côté technique, on a parlé de ça, des 3 axes qu'on vous propose. Vous pouvez, c'est recommandé d'utiliser le modèle relationnel Osiris qui est écrit en Postgre, qui est installé chez nous, mais vous pouvez l'utiliser. Le guide d'implémentation aussi actuel dans sa version 1.
Puis en termes d'obligations, on va ouvrir des repositories sur notre compte GitHub institutionnel. L'idée étant, voilà, dans cet esprit de sciences ouvertes et d'open source, de partager les livrables que vous aurez produits. Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, l'idée, c'est le modèle relationnel est plutôt pour une utilisation en interne et ça reste relativement simple, accessible à beaucoup d'établissements. Donc là, c'est pour la structuration, la standardisation de ce qu'on vous propose. Et pour la partie échange de données et interopérabilité entre systèmes d'information, vous pourrez réutiliser le guide d'implémentation. Donc en termes de modalités de participation, ça reste... voilà, il y a un socle commun par rapport à tous les autres appels à projets en termes de critères d'éligibilité. Donc ça, je vous invite à relire le texte et je ne les connais pas tous par cœur non plus. En termes de durée de projet, c'est des projets sur 48 mois. Le budget maximal, c'est pour des petits cas d'usage, donc c'est de l'ordre de 200 000 par projet. Alors, sachant qu'on cherche vraiment à encourager la collaboration entre des acteurs variés, l'une des modalités de participation, c'est d'avoir un consortium qui implique au minimum un établissement de santé privé d'intérêt collectif, donc les ESPIC, incluant bien sûr les centres de lutte contre le cancer, et un CHU ou bien un CH. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est couvert aussi ici, c'est dans les modalités de participation, c'est d'avoir des équipes d'organismes à but lucratif, industriels ou situés hors de France qui soient... ils sont éligibles, mais ils doivent assurer leur financement. Alors, les critères d'évaluation, il y en a 5. Ce qui sera évalué, ce sera la qualité scientifique du projet, la qualité aussi du consortium multidisciplinaire, la qualité de la méthodologie de ce qui est proposé, notamment en termes d'algorithmes, et puis sur tous les aspects data, sur la partie partage de données aussi. Il y a un critère qui va être évalué, c'est par rapport à la coordination du projet. Et bien sûr, dernier critère, la faisabilité du projet en termes de financier, en termes de planning aussi, et son adéquation par rapport à la question de recherche et au cas d'usage. Et donc, ça reste un calendrier prévisionnel aussi classique par rapport à l'ensemble de nos appels à projets. Donc là, on va lancer l'appel à projet très prochainement, semaine prochaine. La date de limite de soumission des dossiers de candidature est au 30 juin 2025. Le comité d'évaluation, alors ce sera soit en octobre, soit en novembre 2025. Les résultats sur les 3 projets sélectionnés, ce sera pour décembre 2025. Et les fonds sont rendus disponibles début d'année 2026. Alors, petit zoom très rapide, voilà, il y a une structure qui est commune à tous les appels à projets. Ce qui diffère un petit peu ici dans cet appel à projet, c'est sur la partie 3 et la description du projet. Donc, on attend un développement conséquent sur le cas d'usage, ce qui va être proposé sur le projet scientifique. Bien sûr, il y a un aspect technique, donc quels plateaux techniques vont être utilisés, les aspects de gouvernance. Il y a aussi un point important, Christine en a un peu parlé, c'est sur la mobilisation des données. Est-ce que vos données sur lesquelles vous voulez travailler sont disponibles? Est-ce qu'elles sont exhaustives? Il faut inclure aussi le délai réglementaire qui aujourd'hui est encore très important. Donc vraiment, il y a un point important sur cet aspect mobilisation. Et il y a aussi l'aspect gestion des risques, donc comment vous allez prévoir, comment vous allez gérer si vous avez du retard au niveau réglementaire. Voilà, c'est pour être prêt dès le début au cas où il y ait des problèmes. Donc il y a un petit zoom aussi sur le dossier de candidature à ce sujet-là. Les modalités de soumission, c'est le process habituel. Donc vous allez sur le portail projet, vous créez, activez un compte. Donc tout dossier de candidature, il sera au nom et aux coordonnées du responsable de la coordination du consortium. Et vous pouvez bien sûr contacter l'assistance projet de l'Institut pour poser toutes vos questions. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. On peut passer à quelques questions. On est un petit peu en retard, mais ça va. Mais voilà, on a du temps pour des questions. Voilà.
Bonjour. Alors, vous avez parlé de la possibilité de mobiliser la plateforme, du coup, l'entrepôt de données de l'INCA. Enfin, de quelle manière il faut faire la demande, il faut faire une autorisation CNIL pour accéder aux données. Et est-ce que les données, nos propres données, je parle par exemple des données génomiques, peuvent être mises sur cette plateforme, et avec quelle autorisation, etc. Je vais peut-être laisser répondre Christine plus. Alors, en fait, il faut distinguer la demande de financement de l'acceptation, enfin, du dépôt de projet sur la plateforme de données en cancérologie. Si vous faites une demande de financement pour un projet mobilisant les données de la plateforme de données en cancérologie, ce serait bien quand même d'échanger avec nous en amont pour qu'on voit la faisabilité du projet. Et ensuite, ce n'est qu'après, une fois que les financements, où on peut le faire, enfin non, si vraiment vous avez besoin de ce financement pour faire le projet, attendez d'avoir confirmation du financement pour lancer les démarches. Mais les démarches se préparent avec nous. C'est-à-dire que vous contactez la plateforme de données en cancérologie, vous établissez un protocole qui est relu par l'Institut. Après, il faut définir quel est le rôle de l'Institut dans le projet. Est-ce que l'Institut est juste là pour fournir les données, ouvrir la plateforme de données en cancérologie, ou est-ce que ça se voit pour d'autres projets, l'Institut est co-responsable de traitement dans le projet. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à discuter en amont. Et ensuite, une fois le protocole finalisé, il doit être validé par le comité scientifique et éthique de la plateforme, puis éventuellement, puis passer par la CNIL, le CESRES et la CNIL. Et toutes les données, s'il y a besoin et dans ce cas-là, il y en aura, toutes les données analysées conjointement avec la plateforme de données en cancérologie sont déposées dans la bulle sécurisée de la plateforme de données en cancérologie et sont analysées dans cette bulle. Ensuite, seuls des résultats agrégés peuvent sortir de la bulle. Est-ce que j'ai répondu ? Dépôt sur la plateforme, c'est-à-dire mettre des données dans l'environnement de la plateforme de données, c'est ça ? Oui, tout ça c'est prévu. Toutes les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été appariées à la plateforme, ont d'abord été mises dans l'environnement de la plateforme pour être travaillées dans cet environnement. Alors ça c'est à discuter. C'est à discuter, mais nous avons dans nos autorisations l'autorisation d'intégrer à la plateforme, c'est-à-dire de rendre ensuite disponible à tout utilisateur de la plateforme ces données-là. C'est une possibilité, c'est pas forcément une obligation. Voilà. Je veux pas vous... à discuter.